Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ce n'est pas un secret, Internet et les réseaux sociaux ont bouleversé nos rapports et notre communication avec les autres. La toile a changé l'individu et son comportement. Boris Cyrulnik, Pascal Pic, Marc Auger, ces personnalités que Jean Cornille a rencontrées au fil des années, nous parlent aujourd'hui de ces bouleversements sociaux et techniques. Les nouvelles technologies ont déjà bousculé de manière considérable nos modes de vie. Vous vous souvenez d'un monde avant le smartphone, vous? Et donc, pour se rappeler de l'histoire, quand même, si on oublie vite, vous voyez comme ça, l'accélération est extraordinaire. Il y a exactement 10 ans, M. Steve Jobs, qui n'est plus de ce monde, est arrivé sur une scène, a sorti un iPhone, et il a dit « I'm going to change the world ». Mais il n'a jamais dit comment ça allait changer. Et il faut attendre 8 ans après cet événement pour qu'on parle d'ubérisation de la société. Regardez comment les aspects de nos vies sociales, comment on se documente, comment ont été modifiés déjà le mode de production, les intermédiations nouvelles qu'on a dans tous les domaines. Alors on parle d'ubérisation, mais c'est dans tous les domaines, mais même également lorsqu'on pense pour les journalistes à ce qu'on appelle les fake news. Aujourd'hui, ça pose de réelles difficultés par rapport à cela. L'enseignement est en train d'évoluer également. Donc tout ça a changé. Mais est-ce que c'est lié à une injonction supérieure? Pas du tout. Et je vais me permettre de prendre un petit peu de temps pour vous expliquer que nous sommes dans un monde darwinien. Tout en prie. Le monde que j'ai connu des 30 Glorieuses, c'était un monde qui était inscrit dans la logique du progrès, qui est un monde lamarckien, du grand Jean-Baptiste de Lamarck. Où là, les hommes, nous sommes les seuls à pouvoir faire cela. On essaye de comprendre quel est l'environnement, et puis nous mobilisons notre politique, notre créativité, notre pensée, nos moyens, nos sciences, pour travailler vers le progrès. Ça a très bien marché. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Sans faire de publicité, parce qu'on en parle beaucoup à propos des fake news, Twitter. Il y a exactement 9 ans, un groupe de jeunes garçons et de jeunes filles, de jeunes femmes, se réunissent et ils font un hackathon, c'est-à-dire qu'on se met ensemble avec nos appareils et puis on essaie de se lancer des défis ou de résoudre certaines questions. Et là, ils pensent à une messagerie de 140 caractères qui est courte, ce sera Twitter. Franchement, mes chers amis, est-ce que vous croyez qu'une messagerie de 140 caractères à envoyer à ses amis, ça correspond à un besoin fondamental de l'humanité, ok ? Mais ça peut changer le monde. Et ça s'appelle la contingence. Et là, on est vraiment au cœur des théories darwiniennes. La contingence, ça veut dire que quelque chose apparaît sans nécessité absolue. Ça ne correspond pas à un besoin prédéterminé. Et si ce n'est pas pris, ça ne change pas le monde. Pas grave. Mais si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Donc Twitter, c'est quoi? C'est Google FluTrend qui détecte l'émergence des épidémies quand les gens disent « Ah, toi aussi, t'es malade, t'as ça, patati patata ». Eh bien, on détecte l'émergence des maladies. C'est les systèmes automatiques d'analyse des valeurs de la City qui nous a valu quand même au passage la crise de 2008, la crise financière. C'est évidemment la capacité de faire des fake news, comme on l'évoquait, et évidemment, c'était les printemps arabes. Vous pensez un seul instant que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, aussi brillants qu'ils aient été, et qui sont toujours d'ailleurs, ils avaient imaginé tout cela. Donc la contingence, c'est ça. Ça veut dire que ça peut apparaître, c'est pas pris, ce n'est pas grave. Mais si c'est pris, ça peut changer le monde. Et ça s'appelle la sélection naturelle. La vitesse à laquelle nous nous sommes habitués à Internet, aux relations rapides, au téléphone portable, etc., nous change progressivement, change le type de relations que nous avons les uns avec les autres. Et je crois qu'il est important de revenir là-dessus, non pas pour célébrer les temps passés, mais pour essayer de comprendre les temps présents, dans ce qu'ils ont à la fois de machinal et, j'allais dire, de réflexif. Il faut essayer de penser ce machinal. Son portable, par exemple, qui n'est plus un téléphone simplement, mais toute une machinerie, et il devient un prolongement de la personne. Nous en avons tous besoin. Nous n'avons pas fini de penser ce que représente cette utilisation. Je vois dans un bistrot, par exemple, face à face, un homme et une femme qui ne se parlent pas, mais qui sont chacun avec leur portable. Et il y a donc une autre manière de se mettre en contact avec le monde à laquelle il faut réfléchir.
Le nom de Facebook est quelque chose de très trompeur. Le nom est très beau, parce que c'est pas seulement trombinoscope, c'est quand même le livre des visages, oui. Facebook. Bon, donc on met sa photo. Enfin, moi, je ne mets pas ma photo sur Facebook, mais la plupart des gens mettent leurs photos. Il y a un exhibitionnisme extraordinaire. Si vous allez sur Facebook, vous voyez des gens qui n'arrêtent pas de mettre des photos d'eux-mêmes dans toutes leurs positions. Alors, cet exhibitionnisme, ça ressemble assez à la télé-réalité. Hein, c'est-à-dire se montrer finalement dans ce que l'on a de pas intéressant, c'est-à-dire se montrer par où nous sommes le plus banal. C'est ça la télé-réalité, c'est l'exhibitionnisme de toute façon. Et dans l'exhibitionnisme Facebook, c'est également cela. Mais en même temps, ce ne sont pas des visages, hein, c'est simplement la photo des visages. Donc comme ça, je crois que Facebook, c'est un faux livre des visages, d'une part, et d'autre part, c'est l'illusion de la rencontre. On croit se rencontrer sans se croiser jamais, sans se rencontrer jamais. On sait que après, au-dessus de 3 heures d'écran par jour, le risque de dépression augmente très vite chez nos enfants. Les écrans permettent de faire des communications stupéfiantes, mais quelle est la relation avec un écran? Zéro. C'est-à-dire que nos enfants s'isolent derrière un écran, ne s'ennuient pas, communiquent avec des copains, des jeux, c'est très excitant, mais ils sont seuls face à l'écran. Si autour d'eux, il n'y a pas de problème, ça va, ça peut se tolérer, mais dès qu'il y a un problème, ils n'ont pas appris à le résoudre. Ils n'ont pas appris à parler, ils n'ont pas appris à appeler au secours, ils n'ont pas appris les rituels sociaux et culturels d'interaction. Ils sont seuls, très vulnérables, ils sont vainqueurs dans la communication et ils ont acquis un facteur de vulnérabilité dans la relation. Ils ne savent pas se faire aider. Donc ils trouvent une solution chimique là où il faudrait qu'il y ait des solutions humaines et culturelles. Oui, l'écran est devenu un problème de santé publique, mais pour quelle raison? Parce que la puissance publique n'en fait pas une pratique de santé publique, au contraire. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un problème de santé publique, il faudrait en faire une pratique de santé publique, c'est-à-dire élaborer, comme Luther a voulu le faire à l'époque avec le livre, élaborer une nouvelle civilisation qui repose sur une socialisation du numérique, qui est une forme de l'écriture. Le numérique, c'est de l'écriture, mais qui soit mise au service non pas du développement du chiffre d'affaires de Facebook ou de Google, mais du développement de l'Europe, par exemple, et de son avenir économique, et de son éducation. Je crois, comme Nicolas Scar, que Internet peut nous rendre bêtes, mais à la différence de Nicolas Scar, je crois qu'il peut aussi nous rendre beaucoup plus intelligents, surtout que l'intelligence, c'est du collectif. Et qu'Internet, c'est un espace collaboratif et collectif de publication. Internet, c'est une machine de publication. Donc l'enjeu d'Internet, c'est tout à fait comparable à ce qui a été l'enjeu du XVIe siècle et qui conduisit à l'époque à l'explosion de la papauté, à l'apparition d'un nouveau schisme dans la chrétienté qui est l'apparition du protestantisme et qui est à l'origine de l'humanisme aussi, du côté des catholiques, parce qu'Erasme c'était ici un catholique, c'était pas un protestant, mais qui a développé une nouvelle conception humaniste de la philosophie chrétienne. Je dis chrétienne parce qu'il était chrétien, en effet. Et c'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'Europe et l'Occident et finalement le monde entier. C'est l'origine de la modernité. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est cela. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous faisons de ce bouleversement un rebond et une nouvelle histoire, un nouvel épisode de l'histoire de l'humanité. Si vous souhaitez revoir ce reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel ou toute autre émission Libre Ensemble, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.